Bienvenue aux élèves du collège Charlotte Delbault de Tronget et tout particulièrement aux élèves des classes de 5e 1 et de 5e 2 pour ce qui constituera notre quatrième leçon virtuelle à distance consacrée à la séquence 5 d'histoire intitulée Les campagnes dans l'Occident médiéval. Si vous avez bien suivi l'ordre des séances virtuelles, au cours de la dernière séance, qui était une séance assez longue, hein, vous l'aurez remarqué, assez complexe, nous avons eu l'occasion de mesurer l'influence de l'Église catholique dans les campagnes à travers l'étude de l'église de Saint-Nectaire d'Auvergne. Aujourd'hui, nous allons travailler une séance, je pense, un peu plus simple, un peu plus courte, qui s'intitule « Les campagnes occidentales se transforment ». En fait, on va voir naître les villages, les premiers villages des premières seigneuries du Moyen-Âge en Occident. Ce grand D, cette quatrième partie, consacrée aux campagnes occidentales qui se transforment, correspond en fait au premier sujet de travail que je vous ai envoyé en ligne en début de semaine et dont nous allons maintenant faire en quelque sorte corriger. Avec la problématique suivante, pourquoi et comment les Occidentaux mettent-ils en place un peuplement organisé dans les campagnes à partir du Xe siècle, c'est-à-dire à partir des années 900 et quelques. On est donc à peu près au milieu du Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge, je vous le rappelle, commence à la fin du 5e siècle, à la fin des années 400 quelque chose, et s'achève 1000 ans plus tard, dans les années 1400 et quelques, donc on est à peu près au milieu du Moyen-Âge. Alors, le premier document que je vous invite à découvrir avec moi est une prouesse scientifique d'une certaine manière, parce que au Moyen-Âge, il n'existe pas d'état civil. Hein, rappelez-vous ce qu'on a vu en EMC, il n'y a pas d'état civil, donc il n'y a pas de registre ni des naissances, ni des décès, sauf si un curé de village a eu la bonne idée de tenir ce fameux registre des baptêmes, des mariages et des décès, mais ça c'est quand même pas très courant, et en plus il faut que le document soit parvenu jusqu'à nous. Donc en fait il est assez compliqué de savoir à combien de millions d'habitants s'élève la population en Occident au Moyen-Âge. Donc vous avez des historiens qui ont fait des estimations malgré tout, qui ont consacré leur vie, et vous avez le fruit de leurs travaux sous les yeux. Donc en fait, on voit qu'aux alentours de l'an 1000, c'est-à-dire au début du XIe siècle, on estime que la population de l'Occident, de l'Europe de l'Ouest, se montait environ à 43 millions d'habitants, et qu'à la fin du Moyen-Âge, au début des années 1500, le début du XVIe siècle, la population avait pratiquement doublé en fait pour atteindre 84 millions d'Européens. Pour vous donner un élément de comparaison, aujourd'hui la France, à elle toute seule, est créditée de 67 millions d'habitants, c'est-à-dire plus que toute l'Europe en 1400, et qu'aujourd'hui la population de l'Allemagne dépasse à elle seule le total de la population de l'Europe en 1500. Donc en clair, l'Europe est beaucoup moins peuplée au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Bon, ce qui ne devrait pas vous étonner. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que l'évolution, si je vous demande quelle est l'évolution de la population de l'Europe occidentale au cours du Moyen-Âge, et je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver la réponse, eh bien, à l'évidence, l'augmentation de la population est assez évidente. La population a augmenté, puisqu'on est passé de 43 millions à 48, à 58, à 86 millions, à, évidemment,
il y a eu une cassure entre le XIVe et le XVe siècle. Il y a eu une cassure, effectivement, puisque la population, après avoir régulièrement augmenté, et il faudra qu'on se demande pourquoi, comment ça se fait que de l'an 1000 à l'an 1300, la population augmente régulièrement au point de doubler, 43 millions en l'an 1000, 86 millions en 1300, vous avez une population qui double. Donc il faudra qu'on se demande pourquoi. Mais il faut aussi qu'on se demande pourquoi la population européenne se met à dégringoler entre 1300 et 1400, puisque là, 21 millions d'Européens au minimum disparaissent, ce qui représente un quart de la population au moins, avant de retrouver le niveau de 1300 au siècle d'après. Donc il y a eu une dégringolade. Et si vous regardez la petite note qui accompagne le graphique, vous allez vous rendre compte que à cette époque, au XVe siècle, l'Europe a connu bien des épreuves, à commencer par la guerre de 100 ans, qui a tué un certain nombre de Français et donc d'Européens, mais aussi une épidémie de peste noire qui a ravagé le continent européen et qui a probablement tué entre 20 et 25 millions d'Européens sans qu'on puisse en avoir tout à fait la certitude. Le deuxième document, en apparence, a peu à voir avec le précédent, puisque après l'évolution de la population en Europe, sachant que quand on parle d'évolution en Europe, c'est aussi dans les campagnes européennes, il faut bien le comprendre, et bien là on a affaire à un nouveau document qui certes concerne l'Europe occidentale, c'est sûr, mais qui concerne l'évolution du manteau forestier en Occident du XIe au XIVe siècle. Avec en réalité deux cartes, une carte centrée vers l'an 1000 et la même carte 3 siècles plus tard. Alors par manteau forestier ou couverture forestière, il faut préciser l'existence, bien entendu, vous l'aurez compris, de forêts. Et ce qui est assez évident, là encore je vous laisse quelques secondes pour trouver la réponse à la question, au besoin mettez-moi sur pause. Quelle est l'évolution du manteau forestier entre l'an 1000 et l'an 1300 à votre avis? Eh bien c'est clair que la forêt a considérablement reculé. C'est particulièrement vrai pour le Royaume de France, qui était pour l'essentiel une immense forêt, à quelques exceptions près, et qui voit sa forêt fortement reculer, mais c'est vrai aussi pour le Saint-Empire, mais c'est vrai aussi pour la Grande-Bretagne. Et c'est là qu'on peut se demander quel est le lien à établir entre l'évolution du manteau forestier en Europe de l'Ouest et l'évolution de la population que nous avons étudiée dans la diapo précédente. Et là encore, je vous laisse y réfléchir et si besoin est, je vous invite à me mettre sur pause. Alors, peut-être avez-vous trouvé la réponse. Parce que la population de l'Europe augmente régulièrement et même assez fortement entre l'an 1000 et l'an 1300, puisque je vous le rappelle, la population de l'Europe double à ce moment-là, eh bien la forêt recule. Il y a un lien, à l'évidence, entre le recul de la forêt et l'augmentation de la population. Reste maintenant à comprendre le pourquoi. Pourquoi l'augmentation de la population implique-t-elle le recul de la forêt en Europe? Alors avant de répondre à cette question qui est le cœur de notre sujet, une petite parenthèse scientifique et culturelle. Là encore, les scientifiques, comment ont-ils fait pour savoir quelle était la composition du sol de l'Europe vers l'an 1000,
ou même vers l'an 1300. Hein, il n'y avait pas de photographie satellite à l'époque, hein, ils n'ont pas pu se connecter sur Google Earth pour aller voir s'il y avait de la forêt ou pas. Alors comment ont-ils fait? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe une science qu'on appelle la palynologie, et la palynologie consiste à étudier la composition des sols à différentes époques. Et pour y parvenir, en fait c'est très simple, il faut pratiquer une sorte de forage qu'on appelle en réalité un carottage, parce que quand le forage est terminé, ce qu'on récupère, ça forme une sorte de carotte. Hein, vous voyez, on dirait, en fait, on dirait sur ma photographie une sorte de vieux mégot brûlé et abandonné. Et en fait, plus vous allez forer profond à l'intérieur du sol, et plus vous allez pouvoir récupérer de strates, de couches de sédiments, de pollen, de terre, que vous allez pouvoir ensuite analyser, alors j'imagine avec des outils qui sont plus perfectionnés encore que des microscopes, et vous allez pouvoir reconstituer, peut-être pas à l'année près, il ne faut pas exagérer, mais vous allez pouvoir reconstituer sur plusieurs siècles l'évolution des sols, et il sera possible de savoir si à une certaine époque il y avait de la forêt, ou au contraire des champs cultivés. C'est fort quand même, hein. Je vous ai dit dans la diapo précédente que la question essentielle était finalement la suivante. Quel lien établir entre l'augmentation de la population dans les campagnes de l'Europe occidentale et le recul de la forêt dans cette même région du monde? Eh bien, la réponse, en fait, ce texte va nous l'offrir sur un plateau. Il s'agit d'une charte de franchise accordée par un seigneur à ses paysans. Et alors là, je vous gâte, parce que le seigneur dont il est question, c'est pas n'importe lequel, puisque c'est rien moins qu'un roi de France, autrement dit Louis VI, qui a régné sur le trône de France, Louis VI Capet, de 1080 à 1137, et qui était surnommé le Gros, Louis VI le Gros. Alors la question est de savoir ce qu'on entend par charte de franchise, et en fait le plus simple, c'est tout simplement de découvrir le texte. Donc je vous propose un petit commentaire préliminaire. Pour attirer les paysans dans les forêts à défricher, les seigneurs leur octroient des chartes de franchise qui améliorent leur sort, aux paysans. Hein. Ainsi sont fondés comme tant d'autres le village de Torfou. Alors Torfou aujourd'hui c'est une petite localité qui se situe à 38 km au sud-ouest de Paris dans le département de l'Essonne. Bon, c'est la banlieue parisienne quoi, en Île-de-France. Voici le contenu du texte de la charte de franchise. Moi, Louis, par la grâce de Dieu, roi des Francs, je veux qu'il soit connu de tous, à venir et présent, que nous cédons aux hommes qui veulent devenir hôtes dans notre bois de Torfou, un arpent de terre et le quart d'un autre arpent pour qu'ils s'y établissent, à la condition qu'ils nous versent chaque année un cens de 6 deniers, 2 poules et 2 setiers d'avoine. Nous leur concédons la liberté de ne point payer la taille, de ne point aller à l'ost, de ne point faire de corvée. Pour que cela ne tombe pas dans l'oubli, nous l'avons confié à l'écrit et validé par le sceau de notre autorité. Alors, quand on a quelques connaissances historiques, ce texte n'est pas très compliqué. Bon, le problème, c'est que quand on n'en a pas, et normalement c'est votre cas, sinon vous ne viendriez pas à l'école, eh bien ce texte est plus difficile parce qu'il est truffé de mots dont vous ne connaissez pas nécessairement le sens. Donc je vais vous expliquer les mots importants qui demandent à être clarifiés. Alors déjà, devenir hôte dans notre bois de Torfou, ça veut dire tout simplement avoir le droit de s'y installer, d'y vivre, d'y bâtir une maison, si vous préférez. Alors, un arpent de terre, c'est une
mesure de superficie. Un arpent de terre, ça doit correspondre à quelques dizaines de mètres carrés, bon, un peu, moins d'un hectare de toute manière. Un cens de 6 deniers que le paysan devra verser en échange de la terre offerte par le roi. Parce que vous l'avez donc bien compris, le roi, le seigneur Louis VI le Gros, va offrir aux paysans un arpent de terre à cultiver pour qu'il puisse en vivre et un quart d'arpent pour qu'il puisse y construire sa maison. Mais en échange, le paysan va devenir locataire et il va payer chaque année, une fois par an en général, un loyer. Il ne sera pas mensuel, il ne le paiera qu'une fois par an, en général en octobre, et ce loyer on l'appelle le cens. Le cens, c'est ENS qui a donné aussi le mot recensement. Le recensement, la liste des gens qui payaient l'impôt. Le cens sera payé de 6 deniers, bon, c'est la monnaie de l'époque, c'est une monnaie en argent. Mais le cens sera payé aussi en nature, puisqu'il faudra que le paysan paye en offrant 2 poules à son seigneur. Hein, le seigneur, il va les manger, les poules. Et 2 setiers d'avoine, et le setier d'avoine, c'est une unité de mesure du Moyen-Âge dont je serais bien incapable de vous donner avec précision la quantité, puisque le setier varie d'une région à l'autre. Disons que le seigneur veut pouvoir, comment dirais-je, prendre à son profit une partie de la récolte du paysan. Nous leur concédons aux paysans la liberté de ne point payer la taille, ça c'est un impôt royal. Donc le paysan qui va venir s'installer à Torfou ne paiera pas l'impôt royal. Il n'ira point aussi à l'ost, et là l'ost c'est le nom de l'armée. C'est-à-dire que quand le roi part à la guerre, les seigneurs l'accompagnent et obligent leurs paysans à les accompagner à leur tour. Ça veut dire que des paysans peuvent se retrouver à faire la guerre, et évidemment risquer leur vie sur le champ de bataille. Les paysans de Torfou ne seront pas obligés de faire la guerre, ne seront pas obligés d'accompagner leur seigneur ou leur roi. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est même un privilège. Et enfin, ils ne feront point de corvée, c'est-à-dire qu'ils ne travailleront pas gratuitement à longueur d'année pour leur seigneur. Bref, c'est une sorte de marché qui est passé entre le seigneur et ses paysans. Je vous accorde de nombreux privilèges si vous acceptez de vous établir à Torfou. Alors la question est la suivante. Pourquoi devoir appâter les paysans avec tous ces privilèges? Qu'est-ce qui fait qu'à Torfou, on n'aurait pas forcément envie de venir autrement? Eh bien la réponse est dans la diapositive suivante. Eh bien en fait, au moment où le roi Louis VI le Gros signe la charte de franchise, eh bien le village de Torfou n'existe tout simplement pas. Torfou est une immense forêt. Et ça veut donc dire que les paysans qui vont vouloir s'installer sur le site du futur village de Torfou vont être obligés de défricher. C'est-à-dire, aujourd'hui on dirait de déforester. C'est-à-dire de se battre littéralement contre la forêt à coups de hache pour arracher les arbres de manière à obtenir la place suffisante pour cultiver, mettre en culture la terre ainsi volée, si je puis dire, à la forêt. Parce qu'en fait, le paysan, il va d'abord devoir jouer au bûcheron avant de pouvoir cultiver tranquillement ses champs. Et en réalité, sur la miniature, la grande miniature à gauche de la diapo, le moine qui a représenté cette scène, en réalité, il a représenté sur le même dessin 2 scènes qui ne se déroulent pas en même temps. Il faut d'abord que les paysans aient coupé les troncs d'arbres, qu'ils aient ensuite arraché les souches, ce qui est un travail énorme,
Et ensuite, quand la forêt a laissé la place à la terre, eh bien cette terre, on pourra la cultiver et on pourra ensuite récolter et nourrir la population. Et évidemment, c'est un travail très dur et c'est un travail très dangereux, mais indispensable encore une fois si on veut cultiver. Bon, l'autre bon côté de la chose, c'est que grâce au bois récupéré, les paysans vont ensuite pouvoir bâtir leur propre maison et vivre dedans. La matière première leur est fournie par la forêt. Mais c'est donc très dur, c'est aussi dangereux parce qu'après tout, l'arbre peut très bien vous tomber dessus quand vous êtes en train de le couper. Donc, vous comprenez que si le roi espère que des paysans vont faire ce travail, ben, il peut pas ne pas les récompenser. Vous connaissez peut-être le proverbe, hein, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on les attire plutôt avec du miel. Donc, encore une fois, si le roi veut qu'un village naisse au cœur de cette forêt, eh bien, il va falloir que les paysans fassent le sale boulot, celui de défricher. Sur la droite de la diapo, vous avez une autre miniature. C'est une lettrine au départ. On devine la forme de la lettre O. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas que les paysans qui pratiquent les grands défrichements de forêt, ou plus exactement, il y a une catégorie de paysans à laquelle on ne pense pas toujours parce qu'on n'imagine pas que ces gens-là sont aussi des paysans. Eh bien, ce sont les moines. Ce sont les moines, ces gens qui ont décidé de consacrer totalement leur vie à Dieu, qui vivent à l'écart, qui vivent donc généralement au milieu de la forêt pour être tranquilles. Ces gens qui passent leur temps à prier Dieu, mais la prière ça ne nourrit pas, il faut aussi pouvoir se nourrir, et donc les moines sont condamnés, si je puis dire, à se transformer en agriculteurs, eux aussi, en cultivateurs. Il faut qu'ils puissent produire de quoi se nourrir, et pour pouvoir produire, il faut cultiver, et pour pouvoir cultiver, il va falloir aussi défricher, arracher la forêt. Et on voit des moines qui sont au travail, qui sont en train donc de s'attaquer à une souche d'arbre. Vous pouvez noter l'uniforme entre guillemets du moine à l'époque, qui n'a pas d'ailleurs beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Le moine porte une grosse robe de laine qu'on appelle la robe de bure, qui est son vêtement de travail et son vêtement de vie au quotidien. Hein, on ne fait pas vraiment dans l'élégance quand on est un moine, parce qu'on fait vœu de pauvreté, de travail, de silence aussi, de prière. La ceinture, c'est une simple ceinture de corde, en fait, c'est un simple morceau de corde passé en travers des reins. Et puis, ce qui fait qu'on reconnaît un moine au premier coup d'œil aussi, c'est la tonsure, c'est-à-dire le fait qu'il se rase le crâne. C'est pas qu'ils sont chauves les moines, hein, naturellement, c'est pas qu'ils sont atteints de calvitie. Ils se tonsurent, ils se rasent le sommet du crâne en signe de soumission à Dieu. Si vous avez une bonne mémoire visuelle, ou tout simplement si vous avez bien suivi les séances virtuelles les unes après les autres, vous reconnaissez le document que vous avez maintenant sous les yeux. Il s'agit ni plus ni moins que du cartulaire de la seigneurie de Vimy dont nous avons parlé en entrée de séquence dans la toute première séance en fait virtuelle. Et sur cette petite seigneurie rurale de Vimy dans le nord de la France, j'ai rajouté en fait deux séries de traits, des traits bleus et des traits rouges, qui coupent la seigneurie en deux moitiés, pas tout à fait égales. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les terres de la réserve, dans laquelle se trouve le château fort, c'est-à-dire la résidence du seigneur, toutes ces terres, les bois, les champs cultivés, tout ce qui fait partie de la réserve
appartient au seigneur, il en est le propriétaire. Mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est à l'intérieur du trait bleu, c'est-à-dire le village avec son église au milieu, c'est-à-dire les champs cultivés par les paysans, que l'on appelle les tenures, et tout cela appartient aussi, toute cette terre cultivée par les paysans appartient aussi au seigneur qui en est l'unique propriétaire. En réalité, toute la terre des campagnes mise en valeur à l'intérieur d'une seigneurie appartient au seigneur. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est ni à l'intérieur du trait rouge, ni à l'intérieur du trait bleu, eh bien en fait, ce sont des forêts. Ce sont des forêts qui demandent à être défrichées, dans l'intérêt de tous, le seigneur parce que ça va lui permettre d'agrandir le territoire de sa seigneurie, de pouvoir percevoir encore plus de loyers, encore plus de parts de récolte sur les nouveaux champs cultivés par les paysans. Et pour les paysans, l'intérêt, c'est d'avoir toujours plus d'espace à cultiver, de manière à pouvoir éviter une famine, c'est-à-dire de devoir mourir de faim suite à une mauvaise récolte. Quand on a plus de terre à cultiver, le risque est moins grand. Donc tout le monde y gagne en fait, avec ces grands défrichements. Avant de passer à l'exercice qui mettra un terme à notre séance, je voudrais revenir sur les sciences et leur utilité pour les historiens. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la palynologie, excusez-moi, c'est pas facile à prononcer, cette science qui permet d'étudier la composition des couches, des différentes couches du sol pour savoir de quoi a été constitué le sol à certaines périodes historiques. Eh bien, il en est aussi de la toponymie, c'est-à-dire l'étude des noms des villages et des villes, parce que la toponymie des noms de villes et de villages permet de se donner une idée de l'importance des grands défrichements du Moyen-Âge. Tout simplement parce que quand vous avez, et c'est le cas sur cette carte située dans l'est de la France, quelque part entre le Jura et les Vosges, pour ceux qui connaissent leurs montagnes françaises, c'est-à-dire pas très très loin de la frontière suisse, dans cette région où coule le Doubs, eh bien, au nord de la carte, on aperçoit, si vous regardez cette carte topographique, on aperçoit des noms qui reviennent comme le mot Cerne, qu'on peut aussi peut-être prononcer Kern d'ailleurs, le mot Essart, en plein milieu de la carte, là on voit Grand Essart, mais aussi Plein. Or, ces noms, ils ne sont pas dus au hasard. Le mot cerne désigne un défrichement circulaire, c'est-à-dire des paysans qui ont arraché la forêt en faisant des grands cercles autour d'eux. Le mot essart désigne également un défrichement, et dans certains textes, les paysans qui arrachent les troncs d'arbres à coups de hache, on les désigne sous le nom d'essarteurs. Et enfin, un plein est une surface plane, comme son nom l'indique, c'est-à-dire dénuée d'arbres, c'est-à-dire que là encore, les arbres ont disparu. Donc très clairement, dans la région qui est cartographiée sous vos yeux, les grands défrichements ont été très importants au cours du Moyen-Âge. Le moment que vous attendiez tous est venu, le moment de compléter ensemble le petit schéma de la planche associée qui nous permettra de mieux visualiser et de comprendre les étapes des grands défrichements de l'Europe occidentale au Moyen-Âge. Donc normalement, si vous avez la planche sous les yeux, que vous pouvez télécharger sur le NT, eh bien vous devez avoir à peu près la même chose que moi. Alors tout d'abord, vers l'an 1000, la campagne, au fond, ça n'est qu'une immense forêt
qui est troué de temps en temps par des clairières que j'ai représentées en jaune avec de formes relativement circulaires, hein, comme les cernes, les essarts, voilà. Et au milieu de ces clairières, le village. Village qui porte très souvent le nom d'un saint patron ou d'une sainte patronne, donc un nom souvent chrétien, christianisé, comme le village de Saint-Martin par exemple, puisque le but c'est aussi de s'offrir la protection divine dans un espace qui reste encore bien difficile et même hostile pour l'homme. Ensuite, à partir du XIe siècle, à cause de l'augmentation de la population dans les villages, il devient nécessaire de poursuivre les défrichements, autrement dit, d'agrandir le cercle de la clairière et de grignoter la forêt. Et comme vous pouvez le voir, les défrichements partent à peu près dans toutes les directions. Donc la clairière qu'occupe le village de Saint-Martin s'élargit. Même chose pour le village de Gagny. Le temps passe et la population des villages originels, c'est-à-dire de Saint-Martin et de Gagny, est devenue tellement importante que le plus simple, au fond, c'est de demander à un certain nombre de paysans volontaires de quitter le village dans lequel ils sont nés pour aller fonder de nouveaux villages avec des noms prédestinés. Hein. Villeneuve, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, village nouveau. Au fond, Essarville, eh ben, Essarville, ça veut dire le village créé à partir d'un essart, c'est-à-dire, je vous le rappelle, d'une nouvelle clairière. Donc, le seigneur va signer une charte de franchise pour créer un village à Villeneuve, ou pour créer un autre village à Essarville, et vous avez donc des habitants du village de Saint-Martin qui vont aller s'installer à quelques kilomètres, bon à l'époque on parle de lieues, hein, comme les bottes des 7 lieues, mais donc ils vont aller s'installer à quelques distances de leur village originel. Ils vont donc créer de nouvelles clairières, fonder de nouveaux villages, et voilà comment la forêt recule, voilà comment la forêt devient petit à petit, parce que tout ça c'est sur des siècles, va se transformer un peu en une sorte de gruyère, et bien entendu, il va falloir relier les villages entre eux pour que les villages ne soient pas isolés au milieu de la forêt. Et il va donc falloir créer des chemins de terre permettant de relier les villages les uns avec les autres. Donc je n'ai représenté qu'un chemin de terre pour relier Saint-Martin à Gagny, parce que les villages de Villeneuve et d'Essarville sont en cours de construction, eux et leurs champs cultivés. Donc les villages se doteront plus tard de chemins de terre qui les relieront aux autres. Et voilà notre schéma terminé, en espérant qu'il vous aura permis de mieux comprendre comment se sont construits les paysages ruraux, les villages, les territoires des seigneuries au cours du Moyen-Âge. Au cours de cette séance, dédiée à la transformation des campagnes, à la naissance des campagnes dans l'Occident du Moyen-Âge, nous avons déjà rencontré 3 des dates clés de votre frise chronologique. Nous avons donc vu apparaître les premiers villages en Europe occidentale aux alentours de l'an 900, l'an 1000. Puis nous avons abordé la question des grands défrichements et du doublement de la population entre les 11e et 12e, voire 13e siècle. Et enfin, nous avons évoqué avec le graphique du tout début de séance l'effondrement démographique, hein, l'effondrement de la population dans les campagnes au Moyen-Âge à cause de la guerre de 100 ans, de la Grande Famine et de la peste noire de 1348.
Eh bien, nous avons presque terminé le travail. Il ne nous reste plus finalement qu'à prendre connaissance de la leçon que je vous invite à lire, à découvrir et surtout à apprendre, c'est-à-dire à mémoriser. J'ai mis les mots clés en gras. Je vous propose de relire avec vous la leçon si vous le souhaitez, sinon vous mettez en pause, vous fermez le fichier comme vous voulez. C'est le texte que vous avez en bas de votre planche de toute façon. Les campagnes d'Europe occidentale se peuplent progressivement. Le village, bâti autour de l'église et de son prêtre, séculier. Les maisons des familles de paysans sont espacées par un verger ou un jardin potager. D'abord simple motte castrale érigé en bois, puis reconstruit en pierre, le château fort abrite la famille du seigneur, les chevaliers vassaux, je vous expliquerai ce que c'est qu'un vassal des vassaux dans une autre séance, les soldats, les hôtes de passage, etc. À l'écart du village, dans des lieux difficiles d'accès, l'abbaye, qu'on peut aussi appeler le monastère, accueille une communauté du clergé régulier, c'est-à-dire les moines. Les grands défrichements, les clairières, les essarts des XIe et XIIe siècles entraînent le recul de la forêt et l'assèchement des zones marécageuses. Davantage de terres sont cultivées, de pâturages proposés au bétail, les récoltes et les troupeaux augmentent. La conquête des nouvelles terres s'accompagne de la mise en place progressive des seigneuries laïques, celles dirigées par un chevalier, ou religieuses, c'est-à-dire celles dirigées par un père abbé. Un abbé étant à la tête d'une abbaye ou d'un monastère. Les villages sont en effet fondés par la charte de franchise, accordée aux paysans essarteurs par le seigneur laïque, roi ou seigneur, roi ou chevalier si vous préférez, ou religieux, évêque ou abbé. Voilà, c'est fini, j'espère que cette séance vous aura plu, intéressé, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon virtuelle.